vais accueillir maintenant ceux qui sont les utilisateurs des ports de venir me rejoindre pour rappeler leurs témoignages et leurs réflexions sur le sujet des forces et des faiblesses de nos ports français. J'appelle donc Albert Thyssen, président de Hapag-Lloyd France, Olaf Merck, administrateur des ports et activités maritimes au Forum international des transports, Stéphane Courcou, directeur général de Bolloré Port France, ainsi que Christian de Tinguy, président de l'Union nationale des industries de manutention. Merci beaucoup, messieurs, de me rejoindre. Et je me tourne tout de suite vers vous, Stéphane Courcou, directeur général de Bolloré Port France, en tant qu'armateur de poids. Hervé Martel a besoin de passer un petit message à chaque fois. Chacun a ses anti-sèches. Il vous demande d'être positif, alors on n'a pas besoin de ces encouragements. Vous êtes déjà très positif, merci. Stéphane Courcou, je me tourne vers vous. La question est de savoir quelles sont les forces, les faiblesses des ports de France par rapport aux autres ports européens. On a entendu tous les messages très positifs en termes de subventions et autres outils qui viennent d'être apportés au niveau de la Commission européenne. Votre lecture Pour identifier les forces et les faiblesses de nos ports, il faut observer un peu le comportement de nos clients. Voilà. Je crois que si Dunkerque a augmenté de 60% en 5 ans, 12% cette année, c'est pas un hasard. Il y a un gros travail collectif qui a été fait, tant par la direction du port, les politiques, les acteurs économiques, le partenaire social et l'armement CMA qui est un vrai supporter de Dunkerque. Je crois que ce n'est pas un hasard non plus si La Rochelle se développe bien en pâte à papier, en céréales. La Rochelle a su construire, en plus de ses capacités de stockage, des réseaux ferrés qui permettent de connecter La Rochelle à un grand territoire, à une grande partie du territoire. C'est pas un hasard non plus, et j'ai été un peu surpris par les chiffres de Marc Sandrin, que 50% des conteneurs passent par des ports étrangers. Je crois que c'est un vrai sujet qui nous préoccupe, qui doit nous préoccuper. C'est des centaines de milliers de mètres carrés de plateformes logistiques qui sont construites en Belgique et pas en France. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont créés en Belgique, pas en France. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet. C'est pas un hasard, et là, Hervé, je vais peut-être pas être très sympa avec vous, que il avait demandé le contraire juste Aropa n'exploite pas tout son potentiel, qui pour moi est très important, et qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur Aropa. Un point très positif, c'est le rapport Revet-Fournéron, qui je crois fait une très bonne analyse de la situation de l'axe Seine, avec tout ce potentiel et tout ce qu'il doit faire. Il y a un vrai sujet dans le cadre de l'évolution du transport maritime avec cette nouvelle génération de navires qui exige la mise en place d'une massification. Et je crois qu'il y a deux sujets qui sont les deux premières recommandations du rapport Revet-Fournéron. Le premier, c'est Gisors, créer un contexte ferroviaire plus favorable. Il y a le nœud de Gisors, c'est un vrai sujet. Le deuxième, vous disiez qu'il ne fallait pas de canal. Non, peut-être que le canal, c'était trop cher. Mais il faut la chatière de M. Snyder, qui est là. Et je crois que c'est très important de créer une connexion directe entre Port-de-Mille et la Chatière. Je pense que le rapport Revet-Fournéron considère que le développement de TMM est une erreur stratégique. Certains disent que quand Port-de-Mille sera saturé, ça sera adapté. Moi, je pense que quand Port-de-Mille sera saturé, il faudra agrandir Port-de-Mille. Voilà pour la partie connexion et massification. Le rapport Revet-Fournéron dit également qu'au niveau administratif, ça tout le monde en a parlé, je crois qu'il faut que ce soit... Alors il y a un gros travail qui a été fait sur la TVA, il y a un travail à faire sur la douane, il faut savoir qu'entre Rouen et Le Havre, c'est pas forcément simple. Il y a un travail à faire, et ça c'est plus dans notre secteur, sur le THC, trouver une solution pour que le chargement sur barge soit quelque chose de compétitif. Alors il y a une partie qui pourrait être mutualisée entre les différents transports multimodaux. Il y a probablement un maintien de la subvention au coût de fourche qui est important. Il faut trouver des idées, mais arriver à mettre en place un THC unique sur l'axe Seine est quelque chose qui paraît également important. Le troisième point, c'est créer un environnement favorable à l'investissement. On parle de la réforme de la domanialité, je crois que c'est très important. Comment le secteur privé peut investir si au bout de 30 ans, il doit tout perdre? Comment le secteur privé peut investir si, sous prétexte de l'intérêt général, il peut tout perdre? Voilà, autant de sujets très importants, mais les enjeux sont considérables. 50% des volumes de nos conteneurs faits par les ports étrangers, ce n'est pas quelque chose qui doit perdurer. Et alors, quelle est la différence de votre témoignage, de votre perception, vous êtes quand même présent sur les 4 continents, la différence de service quand vous dites Aropa n'utilise pas la vraie différence, je crois qu'en Belgique, tous les acteurs politiques, administratifs, privés sont ensemble pour
mener ce projet. C'est ce qui se passe un petit peu à Dunkerque. Je crois qu'en France, il faut arriver, en tous les cas, au niveau de l'axe Seine, il faut vraiment que ce projet soit porté par les politiques, et je trouve qu'il manque un petit peu, par les directeurs des différentes administrations, et puis par le secteur privé. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas su travailler tous ensemble, et je crois qu'il y a un vrai progrès à avoir dans ce domaine. Et si on prend point par point, vous avez des choses que vous voulez détailler? Je ne sais pas, capacité d'accueil des La personnes, Chatière. différentes choses. La Chatière. La Chatière. La Chatière. On y revient. Albert Thyssen, je me tourne vers vous. Sur le plan opérationnel, vous trouvez que les ports ne sont pas assez tournés vers le client, vous aussi? Je voudrais d'abord faire une autre remarque qui paraît peut-être un tout petit peu hors sujet, mais qui est important quand même. Je crois que, potentiellement, je suis le seul étranger dans cette salle. C'est la première remarque que je vais faire. Et la deuxième remarque, j'ai travaillé dans plusieurs continents. Derrière moi, au Benelux, je connais très bien les ports de Rotterdam et d'Anvers. Et ce que je constate ici, c'est que, en fait, les privés, et où il y a combien de chefs d'entreprise dans la logistique ici? Il y en a, mais dans l'ensemble, il y en a relativement peu. Et si on regarde la liste des participants, c'est surtout des politiques et relativement peu de privés. Et quand même, c'est le privé, c'est mon expérience ailleurs, qui doit être le moteur et que la politique qui suit. Et quand j'entends tous les débats jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est juste une petite remarque préliminaire. C'est un marqueur évident. Peut-être un sujet à réfléchir, mais pas pour aujourd'hui, je suppose. Moi aussi, j'ai fait mon petite liste de points forts et de points faibles. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur Europa. Je crois qu'il faut aller plus loin, il faut aller à une vraie intégration. Probablement la même chose devrait être fait pour l'axe Lyon-Marseille-Fos. Mais ce qui nous intéresse probablement un tout petit peu plus, c'est marqué faiblesse, disons-nous, défi. C'est déjà marqué. L'Interland, c'est limité. Je crois que pour la France, c'est un vrai sujet, c'est un vrai défi. Puisqu'on ne veut pas le faire tout camion, il n'y a que deux moyens, c'est le ferroviaire et c'est le fluvial. Bon, en France, il n'y a pas le Rhin, c'est un fait, donc il ne reste que le ferroviaire. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment faire des investissements sur ce plan-là? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir concurrencer les ports du nord d'Allemagne? Ou est-ce que ce n'est pas plus intéressant de vraiment miser les quelques billets qui nous restent, parce que dans tous les États, l'argent n'est pas... il n'y a plus d'argent quelque part. Est-ce que ce n'est pas mieux de mettre l'argent qui reste dans les infrastructures existantes? Je pense par exemple à l'axe Havre-Paris, il y a pas mal à faire. On a parlé là aussi du canal Seine-Nord. Je vais quand même clairement dire que sur le plan conteneur, ça ne sert pas à grand-chose en ce qui concerne le Havre. Le Havre n'est pas menacé, mais ça ne va rien rapporter non plus au Havre. Vous parlez de Dunkerque, si on regarde les plans de voies navigables de France et les tirants d'air et les tirants d'eau, je ne suis pas très certain que vous allez recevoir beaucoup de barges avec trois etc. Donc, restons modestes. Si on veut mettre l'argent là-dedans, c'est très bien, ça crée du travail, c'est très bien, c'est légitime. Mais il faut quand même faire attention que le peu d'argent qui nous reste, qu'on ne l'engloutit pas dans un projet au détriment de l'autre. Mais peut-être c'est des tirelires différentes, c'est possible. En ce qui concerne les défis, l'image sociale, on en parle relativement peu, mais je peux vous dire que à mon siège à Hambourg, on en parle. À un certain moment, j'étais capable de dire à mes collègues, attention, il y a plus de grèves à Rotterdam et à Anvers qu'au Havre. Malheureusement, on est revenu à la case des départs. Je continue ma petite liste. Qu'est-ce qui peut être mieux fait? Hervé Martel a parlé du modèle économique, il a d'abord commencé par parler du modèle. Mon expérience personnelle aux Pays-Bas démontre que depuis le port de Rotterdam, qui n'est pas privatisé, mais qui est rendu indépendant avec un conseil de gouvernance complètement dans le privé, que le port a totalement changé. La façon de penser a changé totalement, et surtout, le port est devenu beaucoup plus profitable. C'est vraiment un modèle très intéressant. Donc, je crois que sur le modèle, on peut encore réfléchir.
Deux dernières remarques. On n'en a pas encore parlé, le Cargo Community System, le CCS. Pour moi, c'est encore un vrai sujet. Il y a quelques mouvements chez les transitaires qui, à mon avis, ne vont pas tout à fait dans la bonne direction. Pour nous, en France, on veut avoir un seul système et pas deux systèmes qui sont reliés par un petit portail. Et c'est très important parce que ça va un peu pas dans le bon sens. Dernière remarque sur le THC mutualisé. Je ne sais pas très bien comment ça peut marcher. C'est interdit, les lignes ne peuvent pas se concerter là-dessus, et vu la situation économique, on n'est pas du tout en mesure d'absorber ce genre de coûts. C'est tout. C'est tout, mais je peux me permettre une petite relance par rapport à ce que vous disiez de façon assez pragmatique. Là, vous disiez par rapport au port de Rotterdam, il est plus profitable. Et moi, j'aimerais comprendre, parce que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à saisir, en étant très extérieur au sujet, quels sont justement les champs d'évolution d'un port français par rapport au port européen, où semble-t-il, il y a un vrai problème concurrentiel. Donc je n'entends que tout ce qui fonctionne, mais je n'arrive pas à voir le champ progressif. Pour moi, avant, le port de Rotterdam était un département de la ville. Et après pas la privatisation, mais après qu'elle est devenue indépendante, comment le dire d'une façon diplomatique, disons-nous qu'il y avait une certaine façon de penser qui venait plutôt du monde administratif, et ça a pris quand même environ 5, 6, 7 ans pour le transformer à une société qui a bien sûr, comme Hervé Martel a dit, un rôle spécifique, mais réussir une transformation dans la façon de penser, la façon d'approcher la clientèle et de se professionnaliser d'une façon complètement différente et d'enlever tous les soucis politiques qu'il y avait avant. S'axer complètement vers le privé. On a su attirer pas mal d'activités nouvelles et le modèle économique a changé. Bon, j'ai pas encore en détail regardé la question, mais les chiffres sont là. C'est incroyable, comme ce port, Hervé regarde certainement, Christine Cabot pareil, regarde certainement le bilan, etc. du port de Rotterdam. Si vous regardez ça dans l'histoire, c'est impressionnant. Et avec cela aussi, la capacité d'autofinancement, etc., c'est considérablement augmenté. Peut-être, pour conclure, c'est le fait d'avoir beaucoup moins de soucis politiques et administratifs et savoir s'axer complètement vers le privé était la clé de ce succès. Merci beaucoup, Baptiste. Je me tourne de fait vers vous, Christian de Tinguy, quand on entend Albert Thyssen qui explique, qui explique justement le fait que le port de Rotterdam se soit un petit peu libéré de certaines contraintes politiques ou administratives. Vous êtes prononcé contre la privatisation des autorités portuaires, si j'ai bien compris. Comment, du coup, est-ce que vous entendez cette remarque et quel est l'autre champ sur lequel vous pensiez qu'on pourrait avancer vers de nouveaux défis? Merci. Ça marche, ça marche. Si, ça marche bien. Déjà peut-être expliciter, quand vous dites que je me suis prononcé contre la privatisation des autorités portuaires, ben en soi déjà une autorité portuaire c'est quelque chose de régalien, donc je ne vois pas comment on peut privatiser quelque chose de régalien. Ah, vous êtes, donc en fait c'est ça. C'est contre la formule en fait. C'est contre la formule et surtout c'est l'application de la loi de 2008 qui a justement bien séparé le régalien du commercial de l'industriel. Si nous allons jusqu'au bout de la loi de 2008, qui est d'ailleurs appliquée là-dessus, on n'a pas de souci dans son application, c'est vrai que je ne vois pas très bien pourquoi il y a eu des hésitations à dire on va privatiser les ports. Privatiser les ports, c'est-à-dire privatiser la police portuaire, privatiser l'aménagement d'infrastructures vraiment d'intérêt général. Je ne vois pas tellement ce que ça veut dire en fait. Ce qui a été, enfin, on n'est pas, comme disait Arnaud Leroy tout à l'heure, on n'est pas exactement comme dans un aéroport où à la fois l'autorité qui gère l'aéroport gère aussi une partie du commercial de l'aéroport. Nous ne sommes plus en ce cas-là. Donc en fait, ce qui devait être privatisé dans les ports l'a été par la loi de 2008, en nous donnant la capacité, en tant qu'opérateur portuaire, d'investir dans les ports et de créer notre propre business dans un monde concurrentiel. Et donc, par-delà la question de la gouvernance, pour reprendre ce que je disais Albert Thyssen, on ne va pas parler de force et de faiblesse, mais de force et de défi.
Quels sont les défis selon vous Alors, sur lesquels il faut avancer et quels seraient les outils les pour y défis, parvenir? alors déjà, je pense qu'on peut remercier la démarche qui a été faite par le gouvernement de, je dirais pour une fois, d'étudier les problèmes dans les ports, non pas par les ports en tant que tels, mais dans le cadre de réseaux de façades ou d'axes de flux. En fait, le port n'est qu'un maillon dans une chaîne logistique, et c'est bien l'analyse des flux qui passent par les ports qu'il faut regarder, et pas le port en tant qu'entité unique, si vous voulez. Donc je pense déjà la réflexion qui a été faite par les parlementaires, et en particulier celui que je connais le mieux, qui est le rapport Revey-Fournéron, a fait une excellente analyse justement de ce qui allait et de ce qui n'allait pas dans l'analyse de ces flux. Parce que le port est un lieu de passage avant tout. C'est aussi, et alors c'est là où il y a la deuxième casquette du port, c'est aussi un lieu où il peut y avoir de la valeur ajoutée en le créant, justement en retenant la marchandise ou en créant la marchandise, c'est-à-dire en industrialisant les ports ou en créant de la logistique pour pouvoir attirer la marchandise aussi. Donc il y a ces deux paramètres du développement portuaire. Il y a à la fois que les flux puissent transiter de la meilleure manière. Donc là, c'est les accès maritimes et les accès terrestres. Et puis, l'autre aspect qui est quelle valeur ajoutée on peut redonner au port. Et pour moi, en tous les cas, et c'est notre avis à l'UNIM, c'est vraiment par les ports que repassera la réindustrialisation de la France. J'ai commencé personnellement ma carrière dans l'industrie. Dans l'aluminium, je n'ai vu que la fermeture des usines des vallées des Alpes et des vallées des Pyrénées, si vous voulez. La seule usine qui a été construite pour fabriquer de l'aluminium en France, elle s'est construite à Dunkerque, en Boracay. Donc demain, si nous voulons remettre des usines et reproduire en France, c'est vraiment en Boracay. Et pour ça, il faut que nous nous donnions les outils d'attractivité de ces investissements. Donc, investissement pour les opérateurs pour que les flux transitent, et investissement pour on va dire, ceux qui apportent un peu plus de valeur ajoutée, donc les logisticiens, les industriels, pour que les marchandises soient créées ou puissent être reçues dans les ports. Et de quels outils parlez-vous? Alors ces outils-là, ça passe par l'investissement et favoriser l'investissement. Pour favoriser l'investissement, on a tous... Ah, on vous a coupé le micro au moment des outils. Ah, non, c'est bon. Ah. En fait, l'investissement... historiquement, c'était plutôt les ports autonomes, qui sont devenus des grands ports maritimes qui créaient ces investissements. Les opérateurs n'en étaient que les utilisateurs ou les usagers. Et il y avait aussi, malgré tout, l'investissement des industriels, mais on a vu petit à petit, comme les raffineries qui se sont fermées les unes après les autres. Donc l'investissement devient un investissement partagé, donc nous sommes en co-investissement dans les ports, d'où le souhait que nous avons eu de réformer la gouvernance de telle manière à ce que, à partir du moment où on est co-investisseurs, on soit co-décideurs pour les investissements qui concernent la totalité, enfin l'ensemble des acteurs dans les ports ou les acteurs des flux qui traversent les ports. Donc ça, c'était le premier point. On peut dire que de ce côté-là, on peut remercier Arnaud Leroy qui est parti, mais qui l'a bien expliqué tout à l'heure, les raisons pour lesquelles il avait inclus ce fameux article 3 dans la proposition de loi. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut que ça marche. On va voir comment cette commission des investisseurs qui rassemble à la fois les investisseurs publics, qui soient de l'État ou des collectivités territoriales, ainsi que les opérateurs privés, opérateurs industriels, logisticiens, arrivent à parler ensemble de façon à définir quels sont les meilleurs investissements. Et à partir du moment où il y a moins d'argent, autant que ce soit le plus pertinent possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour qu'un investissement puisse être fait je dirais de manière sûre, en termes de sûreté financière, il faut certainement revoir, réformer la domanialité publique que nous avons dans les ports actuellement en France et qui date depuis plusieurs siècles et qui n'est certainement plus adaptée à nos besoins de sûreté financière. Je ne vais pas développer ce point-là, puisque c'est un point d'ailleurs que nous développons pour ceux que ça intéresse ce soir à 17h30 à côté de l'UNIM avec des juristes qualifiés en la matière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une précarité dans les ports qui fait que ce soit un industriel, un logisticien ou un opérateur de terminaux de manutention, enfin de terminaux pour les marchandises, nous n'avons pas les sûretés nécessaires à cet investissement.
Aujourd'hui, les banques qui aident à financer, puisque tout projet ne se fait pas uniquement par autofinancement, comme ça a pu être pendant un certain temps par les ports d'ailleurs eux-mêmes, mais ça se fait par des financements extérieurs. Ces financiers extérieurs ont besoin de pouvoir prendre des garanties. Et même le système des droits réels, alors là je rentre vraiment dans le détail, mais le système des droits réels qui avait été mis en place il y a un certain nombre d'années dans le Code général de la propriété publique, aujourd'hui sont insuffisants parce qu'ils ne concernent que les biens qui ont été construits par l'investisseur. Donc je dirais, ça ne peut pas fonctionner quand on se revend un bien sur le port, sur le domaine public. Il n'y a plus de droits réels, donc il n'y a plus de possibilité de prendre des hypothèques, donc à la limite il n'y a plus de financeurs. Oui, donc tout ça, ça se rejoint. C'est vraiment un axe sur lequel nous devons réfléchir ensemble avec les autorités, avec le gouvernement et avec les élus, puisque c'est eux qui peuvent éventuellement réformer ce fameux CG3P. Il y a vraiment des choses à voir. On ne peut pas investir pour 35 ans ou même 20 ans sans savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin de notre titre d'occupation, que devient nos biens, que devient notre fonds de commerce, que devient notre personnel à l'issue de la disparition du titre. Tout ça, ce sont des questions qui ne sont pas simples à résoudre et qui nécessitent certainement une concertation, une réflexion avec les différents acteurs. Merci beaucoup, Christian Tinguy. Au travers de tout ce qu'on vient d'entendre, Olaf Merck, on a parlé de la question de la gouvernance, de la massification, la question des investissements, la question de s'adapter à sa façon. Christian Tinguy parlait de titre d'occupation d'ici 20 ans, mais je crois que vous, peut-être une autre façon d'aborder la question du terme moyen du long terme, c'est, vous dites, les smart ports sont les seuls qui survivront. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de sujets, mais il y a quand même la question de s'adapter à l'évolution de la société, à l'évolution des besoins, à l'évolution des clients, à l'évolution de l'économie. Alors, quelle est votre lecture en tant qu'économiste et observateur? Merci beaucoup. Effectivement, on a fait en fait des études sur les ports français il y a quelques années, sur l'axe Seine, sur le port de Marseille. Et hier soir, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis ces études, hein, qu'est-ce qui s'est passé les dernières années? On peut dire qu'il y a un peu moins de grèves, il y a un peu plus d'approche commerciale. Sur un plan social, ça a évolué. Oui, il y a aussi un peu plus de coopération entre les ports. On a bien entendu tout ça. Mais en gros, moi je dirais qu'on est encore dans les mêmes discussions, les mêmes débats qu'il y a 10 ans, peut-être qu'il y a 20 ans. On a l'impression parfois qu'on vit encore dans les années 2000, on est encore dans les années 90. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque? À mon avis, il y a trois grandes choses qui manquent. J'ai amené quelques images pour illustrer. La première chose qui manque, à mon avis, c'est une vraie stratégie portuaire. Et là, je donne l'exemple de stratégie comme à Vancouver, au Canada. C'est une stratégie sur du très long terme, on voit 2050 écrit, c'est une vraie stratégie de long terme qui est ajustée tous les 5 ans, avec des scénarios radicalement différents. Alors, il y a un scénario avec de la grande croissance parce que l'échange mondial est libéralisé ici, mais aussi un modèle de déclin, si la mondialisation est remplacée par un modèle économique plus local, par exemple. C'est une stratégie qui est développée par le port lui-même, ce n'est pas une stratégie qui est imposée par un gouvernement ou développée par un gouvernement. C'est une stratégie qui est basée sur des consultations avec des acteurs divers, pas seulement des acteurs institutionnels. Pas théorique, mais la proximité, c'est ça? Voilà, ils ont parlé avec des habitants, avec des PME, avec des écolos, avec des syndicats, avec les entreprises qui peuvent peut-être bouleverser le système logistique, avec on va dire, les Amazon, des Alibaba, des entreprises comme ça. Et finalement, c'est une stratégie qui est accessible à tout le monde. On peut voir sur leur site, il y a des petites films, et il y a toute façon de faire ça un peu plus attractif. Bon, ça c'est le premier exemple que je voulais montrer. Ça c'est une vraie stratégie portuaire. La deuxième chose qui manque, à mon avis, c'est
ce qu'on peut appeler, on va dire, la prochaine étape de la compétitivité portuaire. On a parlé de ça. À mon avis, ce n'est pas la capacité portuaire, il y en a assez. Ce n'est pas la concurrence intraportuaire, la concurrence entre les terminaux. Ce n'est pas non plus la connexion avec l'arrière-pays. Parce que la plupart des ports, partout dans le monde, ils ont déjà réglé ce type de questions. À mon avis, la prochaine étape de la compétitivité portuaire, c'est l'innovation. Et c'est là que vous m'avez bien cité, c'est effectivement uniquement les ports qui sont smart, qui sont innovatifs, vont survivre, à mon avis. Et là, je vous donne l'exemple le port de Rotterdam. Le port de Rotterdam a créé des initiatives pour effectivement stimuler l'innovation, des start-up, etc. Là, on a l'exemple de Port Excel, c'est le premier accélérateur des start-up pour créer plus d'emplois innovatifs qui commencent juste avec des petits points. Cela pour renforcer un sorte de cluster maritime logistique pour créer plus de commerce et qui rend finalement aussi le port plus attractif. Et finalement, il y a une troisième chose qui manque à mon avis, et ça c'est une sorte de diplomatie commerciale et portuaire. Ce voici, c'est la carte avec la nouvelle route de la soie, la route de la soie conçue par les Chinois. Et la question que je voudrais poser ici, c'est pourquoi sur cette carte-là, on voit le port de Venise, et pourquoi on voit aucun port français? Pourquoi pas Fos, par exemple? Pourquoi pas Et je connais une partie de la réponse. Il y a quelques mois, j'étais à une conférence sur ce sujet, route de soie à Venise. Il y avait des Italiens, il y avait des Chinois, il y avait tous les pays qui sont sur cette route de la soie. Il y avait aussi des politiques. Il y avait le ministre du Transport italien. Mais peut-être plus encore, important encore, il y avait le ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Il y avait un ancien Premier ministre d'Italie. Encore un autre ancien Premier ministre d'Italie. Encore un autre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire à part du fait qu'il y a beaucoup d'anciens Premiers ministres d'Italie. On sait que la politique italienne a toujours été très dense, c'est vrai. Mais vous avez retenu quoi d'autre? Ça veut dire que Venise n'est pas sur cette carte par hasard. Il y a un vrai effort diplomatique derrière qui fait qu'il y a Venise sur cette carte de nouvelle route de soie et pas d'autres. Alors, je conclus. La France, à mon avis, et bon, peut-être je peux le dire parce que je suis peut-être le deuxième étranger. Oui, oui. D'accord, parce qu'on ne se connaît pas encore. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré vous réunir aujourd'hui. Alors, du coup, dites-le, qu'est-ce qu'il faut quoi? Parce du coup, la France. Vraiment. Oui, ben, la France. Elle est bien ronde, ouais. Dites-le. Merci. La France est, à mon avis, c'est un grand pays de grands visionnaires, de grands innovateurs, des grands diplomates. Alors, à mon avis, c'est temps d'appliquer tous ces atouts aussi au secteur portuaire. Voilà. Problème d'application. Vous voulez rebondir d'un dernier mot, puisque vous avez terminé cette table C'est une table ronde, donc ça veut dire qu'on peut aussi dialoguer un peu. Bien entendu. Apparemment, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde. J'ai bien regardé, bien étudié les documents qui ont été produits. Et ce qui m'a frappé, qu'à plusieurs instances, la proposition, c'est de nommer un délégué interministériel. Et là, je me suis dit, tiens, ça confirme encore un peu plus ce que j'ai dit au début. Pauvres hommes, pauvres femmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'argent, ils ont le droit de coordonner quelque chose. Mais finalement, ce que j'ai entendu dire par d'autres Français, en fait, c'est des gens qui vont être mis là pendant 2 ans, ça va faire partie de leur carrière, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'on va avancer en ce qui concerne ce genre de questions? Non, il faut vraiment, vraiment se poser des questions. Le privé, et pour le reste, la politique, etc., ça doit suivre, parce qu'autrement, toutes ces questions, on ne va pas avancer. Merci beaucoup, messieurs.